BCG avec qui on a travaillé sur cette étude pour essayer de dessiner ou de redessiner le concept de licorne, d'esquisser les contours de ce qu'on pourrait être une licorne à impact. Quentin, tu veux te présenter en deux mots? Donc moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Moreau, cofondateur de Phoenix, une start-up de la Tech for Good qui réduit le gaspillage alimentaire en connectant ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, depuis 8 ans maintenant. Et à côté de ça, j'ai une casquette que je prends ce soir qui est celle de coprésidente du mouvement Impact France et du réseau Tech for Good France avec Eva Sadoun, qui est ma coprésidente et qui va arriver en cours de route pour être speaker. Et donc j'aurai le plaisir d'animer le débat ce soir et d'être en interaction avec vous et puis avec les speakers. Et aussi Quentin qui représente le BCG. Je suis partenaire au BCG et BCG organise depuis 15 ans un prix qui s'appelle le prix de l'entrepreneur social. Et c'est dans ce contexte qu'on réfléchit à ces sujets. Et on a la chance d'ailleurs ce soir d'accueillir un des deux co-lauréats du prix BCG d'entrepreneur social, puisque on a Théo Scouba de Wintegrate, non, ça a changé. Each One, pardon. Bienvenue et merci d'être là. Donc, qu'est-ce qu'on va partager avec vous? On travaille déjà depuis quelques temps avec le mouvement Impact France, historiquement même le MOVE et puis le réseau Tech for Good France, donc on fusionné, sur comment lever les freins pour que dans l'ESS aussi, dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie à impact positif, impact social et environnemental, on puisse avoir des structures qui n'aient rien à envier au Doctolib, au Alan, au Conto, à toutes ces belles boîtes qu'on voit tous les jours dans les échos et dans la tribune. Et que sur un modèle un peu différent, mais on ait aussi la même ambition, la même traction, comme on dit dans le monde des startups, qu'on devienne des marques référentes et des réflexes dans la vie des Français, des consommateurs. Aujourd'hui, il y a encore un trop gros décalage dans le niveau d'ambition, les montants de financement, les valorisations, les talents aussi, les développeurs, les managers, la résonance des marques et la visibilité médiatique de ces boîtes. Et donc, il y a cette espèce de gap, désolé pour l'anglicisme, mais qu'il faut qu'on comble progressivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance dans la bonne direction. On a levé dernièrement quelques freins à l'innovation, quelques freins au financement. On commence à avoir quelques success stories qui émergent. Donc, ce soir, on en a plusieurs. On a Insect, mais il y en a d'autres. Back Market est quelque part, pas dans l'épure de l'ESS, mais en tout cas une belle boîte à impact qui atteint le statut de licorne. Vestiaire collective, Le Bon Coin aussi quelque part généralise la seconde main, l'économie circulaire, l'achat d'occasion et des réflexes qui deviennent des vrais réflexes de consommation responsable. Donc on est content d'avoir ces tendances-là. Il faut qu'on aille un cran plus loin et donc c'est le but de l'étude. Et Quentin, si tu veux en dire un mot pour compléter, je te laisse la parole. Avec plaisir. Donc comme je le disais, nous on organise depuis 15 ans ce prix de l'entrepreneur social qui vise à primer des entreprises à impact qui ont un business économique, un business model solide, de l'innovation et surtout de l'impact social ou environnemental. Et en 15 ans, on a vu un écosystème évoluer fortement. Pour être très schématique, il y a 15 ans, on avait des boîtes qui n'étaient pas toujours à l'échelle, qui étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui, qui étaient très focalisées sur des problématiques d'insertion professionnelle, avec une diversité de thèmes et de nature d'impact beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a l'embarras du choix chaque année pour avoir des entreprises de taille qui ont déjà passé un certain palier, très innovantes, sur des diversités de nature d'impact très fortes. Et donc on se disait pour le 15e anniversaire que ce serait intéressant de prendre un pas de recul et de se poser la question sur tout ce qui a évolué en 15 ans, quels sont les paliers qui ont été levés en termes d'accès au financement, d'accès au talent, d'accès aux contrats commerciaux des grands groupes, etc. Se poser aussi pour comprendre quels sont les freins qui restent aujourd'hui pour que ces entreprises aillent au palier suivant et puissent devenir des licornes à impact. Et le troisième sujet qu'on voulait se poser, c'est mais en fait, c'est quoi fondamentalement une licorne à impact? La définition d'une licorne, c'est une boîte qui fait 1 milliard de market cap, enfin de valo. Et on se dit que ce n'est pas forcément la bonne métrique pour vraiment valoriser des entreprises à impact. Ce n'est pas tellement le sujet qui est poussé par ces entreprises. Et donc, on réfléchissait à quelle peut être la bonne définition d'une licorne à impact. Et donc, dans ce contexte, on travaille avec le mouvement Impact France, mais aussi avec Ipsos, qui va nous permettre d'avoir des éléments quantitatifs via un questionnaire qu'ils administrent auprès des entreprises d'impact pour nous poser toutes ces questions sur les freins qui ont été levés, les freins qui restent, et plus largement, qu'est-ce qu'une entreprise à impact. J'en profite pour demander à l'Assemblée de répondre à ce questionnaire. Donc, le questionnaire a été envoyé à tout le réseau du mouvement Impact France. Plus on a de questions, plus on a de réponses à ce questionnaire, plus ce sera riche.
Donc vous aurez dans les slides qui viennent le QR code pour accéder au questionnaire et on serait ravis si vous pouviez contribuer. Ça prend 10 minutes, montre en main. Et on accueille Eva, qui était la dernière speakeuse. Donc on va pouvoir démarrer. Et la première chose que je vais vous demander à toutes et tous, c'est de bien vouloir scanner à distance ce QR code qui sera la clé pour interagir et avoir un moment participatif et pas trop descendant. Donc vous pouvez le scanner à distance, ça marche. Ceux qui ont réussi à le capturer, vous pouvez aussi le passer à vos voisins. Et en dernier lieu, vous avez le code là-haut en dur. Enfin, le lien, pardon. Si jamais le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez taper aslide.com/QKMRO, n'est-ce pas? On va pouvoir comme ça voter ensemble sur, classer les critères de pertinence avant-après, avant à froid, quoi, disons. Puis ensuite, on va interagir avec les speakers et puis après, on verra si vous avez changé d'avis. Donc on y va. Je dois déjà, merci Quentin, merci au BCG aussi pour le temps qu'ils mettent, et l'expertise et les talents qu'ils mettent à contribution de l'ESS, que ce soit sur le prix de l'entreprise sociale ou avec nous au Mouvement Impact France, ça aide beaucoup. Aussi à crédibiliser le propos. Le fait d'avoir la marque BCG associée à cette étude, ça donne un gage de qualité qui nous aide justement à passer à l'échelle et à pas se décomplexer par rapport au monde du start-up et de l'innovation traditionnelle. En gros, aujourd'hui, c'est quoi le constat qu'on fait? Il y a sur cette slide la double définition des licornes traditionnelles, telles qu'on les connaît aujourd'hui, telles qu'elles sont définies dans le référentiel économique et journalistique, qui repose sur 3 critères. Impact économique, ancienneté, innovation. Si on y va pas à pas. Impact économique, c'est quoi le principal critère? C'est que la boîte doit avoir atteint le milliard d'euros de valorisation. C'est de la valorisation théorique, c'est sur la base de la dernière levée de fonds, très souvent. Donc dès qu'on est au milliard, ça tick the box. Il y a un critère de chiffre d'affaires aussi, de croissance minimale. Ça, c'est pour les piliers économiques. Sur l'ancienneté, ce qui est valorisé dans le concept de licorne aujourd'hui, c'est la rapidité d'exécution et la capacité à vite casser les codes d'un marché, à exister, à disrupter un marché. Il faut l'avoir fait en moins de 10 ans. Donc on n'est pas sur le temps long, on n'est pas sur l'evergreen, on est sur il faut aller vite, pousser les murs et faire de 0 à 1 milliard en moins de 10 ans, sinon on n'est plus dans les critères de la licorne, ce qui est aussi un biais de perception très fort. Et dernier pilier, c'est sur l'innovation, qui doit être une innovation de rupture, essentiellement technologique. On adore des mots valises, mais qui sont très à la mode, que sont le big data, l'algorithmie, le machine learning, qui ont un sens, mais qui sont parfois aussi de la poudre aux yeux. Et quand on parle d'innovation sociale, d'innovation environnementale, innovation d'usage, innovation douce, ou même de modèles low-tech, c'est beaucoup moins sexy tout de suite pour la BPI, pour des fonds d'investissement anglo-saxons ou français. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer aussi. Donc en gros, voilà, pour la partie gauche de la slide, c'est présenté tel quel. C'est les critères historiques de licorne qui définissent le Next 40 ou le French Tech 120. À droite, ça fait un moment que nous, on pousse avec Eva et toute l'équipe par tribune interposée et autres prises de parole pour dire « Ok, c'est bien, mais on peut étendre le champ de vision pour aller chercher 2 autres critères sur, les externalités sociales et environnementales, qu'elles soient positives ou à minima qu'il y ait une forme de compensation par rapport à des externalités négatives, qu'elles soient contrôlées. Et deuxièmement, sur des principes plutôt internes de gouvernance, de partage de la valeur, de partage du pouvoir, de partage de la richesse aussi entre les parties prenantes, parce que très souvent dans le modèle classique, on a une partie de la valeur qui est capturée par les fondatrices, fondateurs, cofondateurs, l'équipe dirigeante, et par les fonds d'investissement. Et le reste, c'est des miettes en BSPCE ou en stock option pour les salariés. Même si, pour être transparent, dans les startups, il y a quand même aussi un principe de valeur partagée, puisque les startups sont plutôt en avance sur le système de stock option et de BSPCE. Mais quand même, ça reste assez sensible, assez similaire à ce que j'ai décrit, capture de la valeur par les fondateurs et les fonds d'investissement. Et ça, il faut que ça change. Enfin, on aimerait que ça change. En tout cas, ça pourrait être un critère. Voilà, donc je vais vous demander d'utiliser pour la première fois l'application que vous avez ouverte suite au QR code. Et vous allez me dire, selon vous, et ensuite on fera monter sur scène les intervenants pour débattre, quels sont les critères qui vous paraissent du plus important au moins important, ceux qui doivent définir une licorne à impact? Comment on les classe? Comment on les grade? Et donc on n'a pas encore ça change en temps réel normalement, c'est ça? Donc c'est-à-dire que personne n'a voté encore. Okay. Ah, il y a déjà une distribution, voilà, gaussienne qui s'aligne sous nos yeux.
Je peux pas intervenir pour pas influencer, mais j'ai un avis. Et je serais curieux de voir s'il se reflète dans les votes. On a à peu près 50% de votants pour l'instant. On va attendre un peu. Même si en théorie, la distribution, selon le modèle statistique les plus aboutis, ne doit pas être loin d'être sur le 80-20. Bon, on n'est pas loin du compte. Donc, OK. À ce stade du débat, et avant le débat plutôt, vous considérez donc, sans grande surprise, le critère le plus important, c'est la création d'impact social et environnemental, avec une assez large majorité. Partage de la valeur en 2. En 3, innovation. En 4, impact économique. C'est important aussi de voir qu'il n'y a pas non plus de dichotomie entre le fait d'avoir une structure rentable qui fonctionne, qui a du chiffre d'affaires, et la valeur créée extra-financière. Et c'est marrant de voir que le critère le moins important, et je suis très honnête là-dessus, c'est l'ancienneté, la date de création, et vous ne valorisez pas du tout la rapidité d'exécution. On est plutôt sur du temps long. Donc intéressant, et on prend une photo de ça, et puis on comparera pour voir l'évolution après le débat. Donc j'invite à monter sur scène nos intervenants pour en débattre, et je vais leur poser la même question. Donc je vous en prie, montez ici. Eva, Théo, Jean-Gabriel et compagnie. On vous attend avec plaisir. Je vais remettre la slide quand même pour vous présenter le casting de choix que nous avons ce soir. Donc, en partant de la gauche, on a Jean-Gabriel qui est cofondateur d'Insect, que vous connaissez. On a Julie de Citizing, merci d'être là. On a Théo, l'heureux lauréat du prix BCG, cofondateur d'Each One. On a Jérôme des Licornes avec 2 O, attention, il y a un piège, c'est un faux ami. Et puis on a Eva, qu'on ne présente plus, ma coprésidente adorée, qui est à la tête aussi de l'ITA et de Rift. Et donc je vous pose la même question, et le plus inspiré peut commencer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Mais selon vous, quel est le critère le plus important pour définir une licorne à impact, et pourquoi l'impact social et environnemental? Qui veut commencer? Sinon je vous lance. Moi, je veux bien. Allez, c'est parti. Alors, on parle de licorne à impact. Donc, je pense que ce qui la caractérise en premier, c'est l'impact. Donc, en numéro 1, merde, j'ai plus les termes, mais enfin, c'était ce qui apparaissait en 4 tout à l'heure. Donc, création d'impact social et environnemental. En 2, je mettrais gouvernance. Donc, un peu comme vous tous ici. Puisque quitte à créer de la valeur, autant que celle-ci soit... quitte à ce que l'activité crée de la valeur, autant que la façon de faire l'activité soit également vertueuse, donc avec partage de la valeur. Là où, a priori, je ne suis pas en accord avec le vote, c'est que je mettrais tout de même la rentabilité économique, donc impact économique en numéro 3. Parce qu'on ne parle pas de licorne de l'impact, on ne parle pas de champion d'impact, on parle quand même des licornes. Donc il va bien y avoir des enjeux financiers, des enjeux d'investisseurs, et donc ces investisseurs ne vont pas soudainement devenir philanthropes, donc ils ne vont pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche, ils vont se nourrir de ROI financier. Donc je pense que pour ma part, il me semble que le modèle économique est assez structurant. Et puis ensuite, entre les deux autres, là, innovation et ancienneté, vue de ma lucarne, qui est celle de la bonne allocation des deniers publics comme privés, je dirais que ce n'est pas des critères très importants. Après tout, si on a une entreprise qui crée de la valeur sociale et environnementale et qu'elle est rentable financièrement, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'elle ait moins de 10 ans. Donc, par élimination, je mettrais l'ancienneté en dernier et innovation en avant-dernier. Très clair. Merci. Qui est en désaccord là-dessus pour créer un peu de débat, qui a une vision un peu différente? Ouais, je pense que moi je tiens une position qui est peut-être assez différente, donc effectivement ça peut créer du débat. Les licornes, donc peut-être pour juste rappeler, peut-être tout le monde ne connaît pas, les licornes, c'est une alliance de 9 coopératives qui sont sur des secteurs d'activité assez différents, mais quand même centrés autour de la consommation des biens ou des services un peu du quotidien pour les particuliers, donc la mobilité, la téléphonie, l'énergie, tout ça.
Et ce qu'elles ont en commun, c'est leur statut juridique qui est vraiment particulier. C'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont plusieurs règles de gouvernance, de démocratie. C'est une personne, une voix. Et donc, peu importe le nombre de parts sociales qu'on a, de capital qu'on a. C'est le multisociétariat, c'est-à-dire qu'on réunit autour de la table, dans le conseil d'administration, un peu les différentes parties prenantes du projet. Et la lucrativité limitée, c'est-à-dire que même si l'entreprise fait des bénéfices, dans les statuts, on s'interdit, il y a plus de la moitié qui va forcément réserver un partageable. Donc ça, c'est les licornes. Et elles se sont réunies, elles ont créé une alliance avec l'ambition de transformer radicalement l'économie pour la mettre au service de l'intérêt général. Et dans cette perspective-là, c'est vrai que l'enjeu que défendent ces coopératives, il est moins de créer de l'impact. Donc ça ne serait pas forcément le premier critère qu'on mettrait dans cette hiérarchisation, mais plus de transformer les modes de production et de consommation dans leur secteur, de bouleverser un peu les pratiques du secteur dans lequel elles sont, pour s'insérer dans un scénario type les scénarios ADEME de sobriété, de frugalité. Voilà, vraiment, je pense que ce que défendent chacune de ces coopératives dans son secteur, c'est d'abord de changer vraiment les pratiques pour dire il faut consommer moins, produire moins. Et donc, typiquement, c'est ce que font Common, qui est une coopérative qui vous propose de louer son téléphone plutôt que de vous le vendre. Et donc, eux, ça les incite à vous louer un téléphone qui va durer le plus longtemps possible parce que c'est eux qui payent les réparations. Et vous, ça vous incite à juste pas acheter de téléphone. Et donc ça, c'est vraiment juste, c'est pas... par exemple, c'est pas Back Market qui va dire nous, on crée plein d'impact, on a reconditionné plein de téléphones, donc c'est génial, ils créent l'impact, mais ils vont pas modifier en profondeur les manières de consommer et de produire. Donc ça serait pas le premier critère. Et peut-être, alors je vais pas forcément faire tous les critères, mais un deuxième critère qui semble vraiment essentiel au regard un peu de comment sont structurées ces coopératives, c'est la gouvernance. Donc comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des principes hyper engageants qui sont une personne, une voix. Donc on peut détenir la moitié de l'entreprise, on a autant de pouvoir de décision lors des assemblées générales que la personne qui possède qu'une seule voix, qui a 100 euros. Et ça, c'est une manière de dire l'entreprise, c'est une société de personnes et non pas de capitaux. On est au service des personnes, donc c'est les personnes qui décident, c'est pas le capital. Et donc voilà, ce seraient les deux critères vraiment importants. Merci, très éclairant. Et je crois que Théo, tu veux rebondir là-dessus. Oui, justement, moi je suis d'accord avec l'idée justement de changer les pratiques. Quand même une licorne, en tout cas si on prend une licorne traditionnelle, c'est une licorne qui vient bouleverser les pratiques d'un secteur, amener un changement profond, qu'il soit positif ou négatif, c'est pas le sujet, mais il y a un changement profond qui est amené. Et ce changement profond, il est constatable parce que il y a une ampleur aussi du changement qui est aujourd'hui au niveau systémique. Et donc, pour moi, le premier critère, ça reste l'impact social et environnemental, parce que si on n'arrive pas à le quantifier et s'il n'y a pas de changement d'ampleur, de fait, on n'observera pas un changement systémique profond par ailleurs. Du coup, le deuxième critère pour moi qui suit, mais qui en réalité qui est presque supposé dans le critère 1, c'est que si on veut un changement, je dirais, d'ampleur au niveau social ou environnemental, de fait, ça suppose en tout cas certains préalables sur le plan économique. Et donc, ou à minima, on peut se dire que les cas sont très rares dans lesquels il n'y a pas aujourd'hui de préalable économique et de durabilité et de moyens si on veut amener un changement d'ampleur. Et du coup, pour moi, en réalité, ce sont vraiment les deux seuls critères, en tout cas que je retiens, de la plus haute importance pour parler de licorne à impact. Pour moi, tous les autres critères, que sont le partage de valeur, l'innovation ou l'ancienneté, sont intéressants, certes. Parce qu'ils parlent du modèle fondamental dans lequel les entreprises s'inscrivent. Mais est-ce qu'il permet de venir calculer, objectiver ce changement de pratique, cet impact systémique positif créé par ces licornes J'en suis pas sûr. Mais tu vois, moi, ça me réveille un débat qu'on a en permanence chez Phoenix et souvent aussi au Impact France. C'est du coup les deux routes entre est-ce qu'en gros on considère que quand on est une boîte à impact, hyper croissance égale hyper impact, et donc plus on grossit, plus on lève des fonds, plus on a de l'impact positif. Enfin, moi, plus je grossis, plus je chauffe des repas, en théorie. Ou alors, donc est-ce qu'on doit aller dans ce play-là, c'est-à-dire levée de fonds agressive, hyper croissance, mais sur un sous-jacent positif, ou est-ce qu'on doit dire non, on n'est pas dans l'hypercroissance, on a un modèle de financement qui est plus maîtrisé, plus doux, on ne va pas s'inscrire dans les schémas classiques de fonds d'amorçage, premier tour, deuxième tour, troisième tour, c'est pas notre modèle, quoi. Mais au risque du coup d'aller moins vite sur l'impact. Donc ça, c'est un vrai questionnement de fond pour une boîte comme la nôtre, pour être très transparent, et qu'on a du mal à arbitrer. Donc je serais ravi aussi d'avoir un point de vue sur cette double route entre croissance douce maîtrisée ou hyper-croissance et hyper-impact. Mais il me semble qu'au regard de ta croissance, vous avez fait le choix 1, non ?
Bon, on a fait le choix, mais je ne peux pas encore te dire si on a des regrets. Et la réponse est dans la question. Enfin, donc, si en tout cas, si je devais refaire une boîte, j'irais sur la route numéro 2, après avoir testé la route numéro 1. Ça, c'est clair. Mais en fait, je pense qu'il y a deux types d'entreprises en fait, à analyser. Il y a deux types de licornes d'ailleurs. Il y a les licornes qui ont une valorisation de 1 milliard parce qu'elles disruptent tellement nos modes de production, nos moyens de faire, nos moyens de communiquer, qu'en fait elles ont un potentiel énorme à long terme, mais elles ne génèrent pas de rentabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'indicateur économique, je le trouve problématique cet indicateur, parce qu'en fait il ne reflète pas la réalité des licornes. Il y a je le découperai en deux indicateurs, c'est-à-dire réellement le chiffre d'affaires, la capacité de l'entreprise à générer du cash, et puis sa valorisation financière, qui est un tout autre sujet. Alors dans certains cas, ça peut être rassemblé. Ça veut dire dans certains cas, il y a des entreprises qui ont une marge énorme et qui ont un EBIT énorme et qui arrivent à atteindre des valorisations très importantes. Mais dans davantage de cas, d'ailleurs, les dernières licornes qu'on a vues sur le marché, c'est plutôt des entreprises qui ont des valorisations financières très importantes parce qu'on anticipe qu'elles seront complètement disruptives sur un marché et qu'elles adresseront un besoin systémique. À l'heure actuelle, dans laquelle on nous dit que dans 3 ans, si on n'a pas revu nos modes de production, de consommation, de transport, etc., on ne sera pas en capacité d'absorber la prochaine crise, on pourrait très bien imaginer, même avec la logique aussi cynique que celle des licornes, que en fait, on pourrait valoriser des entreprises énormément parce qu'elles répondront à un besoin, mais de base, en fait, des personnes d'ici à 3 à 5 ans. Donc déjà, il y a ce premier point. Ensuite, si juste on retourne le sujet, c'est-à-dire on se pose la question de comment faire des licornes de l'impact, qui est encore un autre sujet, il y a un peu deux visions, moi, je trouve, qui sont acceptables. Il y a celle que vous présentez, c'est-à-dire, effectivement, il y a aujourd'hui des modes de faire qui disruptent le marché et il faut qu'on soit capable de produire ces modes-là. Donc, l'économie collaborative au sens large. Donc, en fait, c'est super le mouvement des licornes parce qu'en fait, ils proposent des alternatives à peu près toutes les licornes qui existent et le but, c'est que ça devienne encore plus gros, mais avec, effectivement, du partage qui permet de s'assurer qu'on est sur des entreprises qui ne sont pas en train d'aliéner davantage que ce qu'a fait l'économie de marché d'hier, d'aliéner encore plus en fait notre système social, de santé, etc. Et en même temps, il y a l'autre licorne, qui est la licorne qui est alignée en fait comme celle que toi tu présentes, c'est-à-dire en fait qui doit grossir et à chaque fois qu'elle fait 1 euro de chiffre d'affaires en plus, c'est 1 euro d'impact en plus. Et encore dans ce type-là de licorne, il y a encore d'autres problèmes, c'est-à-dire que si on regarde une entreprise comme Yuka, par exemple, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Je ne sais pas qui en avait parlé quand on avait débriefé, c'était peut-être Mara d'ailleurs, donc je vais faire honneur à son exemple. Yuka, pour le coup, son modèle économique n'est pas du tout lié à son potentiel d'impact. Et ça pourrait être complètement une licorne de l'impact, mais dans un marché actuel dans lequel l'impact n'est pas évalué en tant que tel, ni dans sa capacité de disruption à long terme, ni dans sa réalité, et ben en fait, on n'est pas capable de faire exister une entreprise comme Yuka. Elle n'arrivera pas à lever autant de fonds que des modes de token de merde compétitifs au niveau international arrivent à lever aujourd'hui. Franchement. Et ça, c'est ça le problème qu'il faut adresser, je pense. C'est là la plus grosse licorne française, quand même, à date. Ah oui, qui est d'ailleurs une licorne française. Ouais, bon, je ne sais pas si on devrait s'en... Ça dépend si on a le logiciel Patri-Score de Zemmour ou si on a le logiciel Impact Score du mouvement Impact France. Du coup, le résultat n'est pas le même. Mais vas-y. Ouais, enfin, je trouve que ta remarque sur... Enfin, tu as parlé des scénarios de l'ADEME, là, le 1 et le 2 notamment, parce que le 3 et le 4, c'est plutôt des épouvantails, mais il y a ça, en fait, qui manque aujourd'hui, je trouve, pour faire vraiment émerger le côté licorne d'impact. C'est quoi le référentiel? En fait, c'est quoi la cible? Qu'est-ce qu'on vise, en fait? Sur la licorne classique, c'est assez simple, parce que finalement, ce qu'on vise, c'est plus de croissance économique, point. Donc, si on rentre là-dedans, on est une licorne. Sur licorne impact, c'est quoi qu'on vise, quoi? C'est quoi le scénario? Est-ce que c'est la sobriété? Peut-être pas. Est-ce que c'est comment c'était le 4? C'était ils avaient trouvé un terme assez marrant. Oui, la réparation. C'est-à-dire qu'on fait business as usual et puis on fait de la compensation de carbone stockage. Il y a vraiment un manque de référentiel, je trouve, là-dessus. Enfin, typiquement, on a la chance d'avoir, par exemple, sur le changement climatique, le GIEC qui nous dit il y a 330 gigatonnes avant que tout crame, point. Voilà. Sur tous les autres ODD, waouh, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on va assez vite sur les portables? Est-ce qu'on va assez vite sur les réfugiés? Est-ce qu'on va assez vite sur le sauvetage des repas? Comment on calcule le truc là? On n'a pas
On n'a pas encore un GIEC qui a 30 ans d'ancienneté sur tous les sujets, quoi. Et je trouve que c'est ça qui manque pour réussir à bien qualifier la licorne, quoi. Enfin, genre, est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 100 ans? Là, on est quand même dans un contexte où c'est plutôt des 5 ans, où je trouve que le critère d'ancienneté, pour le coup, si on a notre impact dans 50 ans, too late. Enfin, il y a aussi ça qu'il faut. Enfin, je trouve que le critère d'ancienneté, pour le coup, je sais pas si c'est de l'ancienneté ou si c'est du scale, justement, mais il y a un moment, faut appuyer sur le champignon. Enfin, nous, je vois à Insect, incapable de vous dire combien on a de chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qu'on a en tête, c'est les ouvertures de nouvelles usines pour avoir des volumes, pour avoir l'impact qui sort le plus vite possible au niveau monde, quoi. Mais on réfléchit plutôt en date d'ouverture qu'en volume de chiffre d'affaires. Et en CO2. Eh ben, merci. Fin de la première question. Donc, on va refaire l'exercice. Je vais vous redemander de revoter sur le même QR code, le même lien, pour voir si le débat vous a éclairé et si les arguments. On espère vous avoir plus embrouillé qu'avant. de modifier un peu les pondérations. Est-ce que Kenza, je suis sur la bonne image? C'est celle qui va se mettre à jour en temps réel? Yes, all right. C'est bien parce qu'on n'a pas pris en photo le précédent. Si, c'est bon. Alors, est-ce que les cartes ont été rebattues? Logiquement, ça devrait tous se recentrer parce qu'on les a fait plus douter. Ouais. Eh ben, non, mais ça m'a l'air d'être. Ah si, il y a un petit rattrapage. Oui, t'as raison, il y a un recentrage, tout à fait. Il y a toujours les deux lois de Pareto, les deux extrêmes de la courbe de Gauss, le 9 et le 3. Et au milieu, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient certains de choses qui se sont dit peut-être pas en fait. Le doute qui fait avancer le doute méthodique. Mais dans l'ensemble, ah si, en fait, l'argumentation. La création, le partage de la valeur a fait un petit bond en avant. Ok. C'est toi qui a été bon. Bon, je crois qu'on atterrit là-dessus. Donc en gros, si on prend les extrémités pour caricaturer un peu le débat, on est toujours sur création d'impact social et environnemental en premier d'assez loin. Et ce qui est le moins important, c'est la rapidité d'exécution et la durée de mise en place. Ce qui est aussi cohérent avec la question des financements et des financeurs. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de stress pour aller vite, faire des cycles de 5 ans, des sorties, des exits, des mises en bourse, ça se rapproche de ce qu'on appelle l'evergreen, où en gros il n'y a pas d'horizon de sortie. Tant qu'on est dans la boîte, on y reste. Et pas de pression financière, capitalistique ou autre. Je voulais juste mettre un bémol sur ce truc de la rapidité d'exécution. Ouais. Parce que, en tout cas, je le vois, nous, en pleine levée, on a fait le choix, par exemple, de faire une série A et une série B à 3-4 ans d'écart, pour justement se prouver qu'on avait la capacité de stabiliser le modèle. Et en fait, le fait qu'on ait lissé notre croissance, c'est aujourd'hui un problème dans le cas de notre série B. Où en fait, ils nous disent, mais votre taux de croissance est pas suffisamment haut. Mais par contre, si vous aviez levé en 2019, ça aurait été OK. Mais je comprends, en même temps, vous arrivez à l'EBITDA positif cette année. Donc, mais c'est finalement ce qu'on ne voit pas beaucoup. Mais du coup, en termes de taux de croissance, en fait, on arrive à des formes d'absurdité où en fait, ces critères-là, c'est devenu des dogmes qui sont assez fous, quoi. C'est le fameux market practice. Voilà, exactement. C'est ouf. Moi, à chaque fois, j'ai une super réponse là-dessus. Je suis désolé, on est trop exceptionnel. Donc, du coup, le market practice ne peut pas s'appliquer à nous. Et ça a marché, ça? Du coup, ça fait rire et puis on continue de discuter, quoi. Okay. Mais en tout cas, c'est pour l'avoir vécu, pour le vivre et pour avoir fait un bon tour du marché aussi du financement, c'est sûr que qui que ce soit qui en parle, y compris les fonds les plus marketés impact, il y a toujours un prisme de lecture qui est chiffre d'affaires, croissance, hypercroissance, et il y a des seuils éliminatoires qu'aujourd'hui encore, l'impact ne vient pas compenser, quoi. Un dossier impact, c'est au mieux un petit premium sur la valorisation, le côté sexy. Mais si on n'est pas au rendez-vous sur ce que tu décris, quoi, l'hypercroissance, des taux de croissance attendus, ça mis à la poubelle comme n'importe quel autre dossier. Donc il n'y a pas encore cette bienveillance, et malgré ce qu'on peut entendre sur il y a plein d'argent dans l'impact, ça déborde et tout, je peux vous dire que ça reste compliqué de lever de l'argent, y compris pour des boîtes phares, quoi. Donc on est encore au milieu du guet. Et il y a quand même des signaux positifs. Hein. Il y a de plus en plus de fonds traditionnels qui lancent des poches impact, avec plus ou moins de cynisme et pour cocher plus ou moins de cases du Green Deal et de la taxonomie verte de Bruxelles. Et puis il y a des fonds impact historiques, pionniers, il y en a pas mal dans la communauté Impact France, qui commencent à grossir en taille, en niveau d'ambition, en capacité à mettre des gros tickets, à faire commencer des équipes sur des valos
décente, quoi, qui se rapproche des market practices pour le coup. Donc il y a quand même des bons signaux. Les deux univers convergent. L'univers de l'impact investing pionnier grossit, et puis l'univers de la tech traditionnelle et des VC vient vers l'impact, mais on est encore un peu loin du compte. Et surtout, il n'y a pas de critères très clairs pour valoriser l'impact extra-financier. Donc deuxième débat, deuxième piste de réflexion sur laquelle vous allez d'abord voter, puis débat, puis revote. Aujourd'hui, on considère qu'il y a, en gros, nous, on a trois façons, on a trois piliers pour essayer de valoriser l'impact positif. C'est issu des premières réflexions en groupe de travail chez Tech for Good France. On se dit, prenons l'exemple d'une entreprise qui forme des demandeurs d'emploi au métier du numérique, donc qui est dans la réinsertion. Est-ce qu'on juge son impact à travers les moyens engagés, donc l'effort qu'elle a mis pour aller dans sa direction, nombre de professeurs employés, nombre de programmes proposés, nombre d'heures de cours donnés, donc obligation de moyens plutôt. Est-ce qu'on valorise l'impact sur les bénéficiaires finaux, les nombres de personnes qui in fine ont été remis en emploi, le nombre de demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de formation, ou est-ce qu'on va sur le troisième volet qui est la valeur économique de l'impact et les coûts, notamment les coûts évités pour la société. Combien l'activité de la boîte, de la structure, a permis d'éviter en dépenses publiques, en coûts publics, combien collectivement on a pu sauver d'argent. Et tacler des problèmes sociaux ou environnementaux. Donc voilà, on a ces trois façons de noter, de les valoriser. Je vais vous demander de voter aussi. Selon vous, même lien, même parcours, quel est le critère le plus important pour valoriser l'impact positif d'une entreprise? Est-ce que ce sont les coûts évités en 3, l'impact sur les bénéficiaires en 2, ou les moyens engagés en 1? Et ensuite, on aura le débat autour de la table. 23 votants, on est à peu près au quorum, on en a la moitié. Ah, un petit... Bon, on peut lancer le débat, quand même. Qui veut commencer? Qui a une vision claire d'un pilier prioritaire pour valoriser l'impact? Moi, c'est le pilier des coûts évités, mais sans même réfléchir une seconde. Parce que, en fait, les bénéficiaires, ça veut dire qu'on va comparer... je déteste faire des expressions comme ça, mais des carottes et des pommes, enfin bref, voilà. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand on adresse nous la question du secteur financier qui c'est 1,1 milliard de tonnes de CO2 par an versus 600 millions de tonnes de l'économie française, en fait, 1 euro, il a un impact de tonnes incroyable. Donc, c'est-à-dire 500 000 euros investis dans un projet qui passe d'un fonds extrêmement émetteur à un projet dans l'économie réelle, ça a un impact en différentiel énorme qu'on avait évalué d'ailleurs à 400 tonnes en moyenne. C'est énorme. Et ça ne peut pas s'évaluer sur un pilier, sur un impact en input pur, quoi. Très quantitatif. Ça doit s'évaluer en coût évité. Donc voilà, c'est une réponse courte, mais en tout cas, je pense que ça dépend des business. Mais en tout cas, sur des business comme nous qui veulent opérer une transition systémique sur un secteur extrêmement émetteur, je pense que la méthode des coûts évités est la meilleure. Et sur un sujet social aussi, je trouve que, moi, pareil, aucun doute sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est pas comme si on devait choisir entre le fait d'avoir un impact sur des gens et le fait de permettre à la société d'éviter des coûts. C'est que dans les coûts évités pour la société, il y a l'impact aussi sur les bénéficiaires. C'est juste que le fait d'objectiver cela de cette manière-là, ça a un intérêt, c'est la comparaison, comme tu dis. Et le but n'est pas de savoir si réellement, quand même, comme on parle des sujets environnementaux, le coût évité est mesurable de cette manière-là parce qu'on risque de mourir ou pas si en réalité on traite le sujet assez haut. L'intérêt, il est relatif. L'intérêt, il est d'être en capacité de dire, voilà, cette initiative par rapport à celle-ci, elle permet de faire une économie qu'on arrive à peu près à chiffrer de cette manière-là. Et donc du coup, ça nous permet de comparer au regard de l'économie traditionnelle aussi les efforts qui sont faits et les externalités positives ou les impacts positifs qui sont générés par les activités, je pense. Bon, peut-être pour reprendre ce que disait Jean-Gabriel sur le besoin de référentiel, essayer de réfléchir à quels critères d'impact, c'est peut-être manquer cette cible de dire mais dans quel scénario on s'inscrit. Et donc, dans le cas précis des licornes, l'enjeu est peut-être plus de proposer des solutions dont on peut ensuite s'emparer.
Et parce que ce que vous avez dit précédemment sur l'enjeu d'avoir quand même une performance économique pour avoir un impact systémique, en fait, ça, c'est peut-être présumé d'une responsabilité de l'entreprise peut-être un peu grande. Peut-être qu'en fait, ce dont on parle de scénario, de comment on organise notre société, en fait, c'est un débat assez politique qui dépasse peut-être la sphère purement privée, économique. Et donc, en tout cas, je pense que la position des licornes, c'est de dire notre responsabilité en tant qu'entrepreneur engagé, c'est de proposer des solutions qui font boulot, qui nous mettent sur les bons rails. Après, c'est à la société et peut-être à un débat démocratique, à un niveau plus macro, de s'en saisir pour dire en fait c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on va étendre. Mais je pense que voilà, c'est peut-être difficile d'essayer de dire non seulement vous avez la responsabilité de trouver la bonne solution, mais en plus de l'imposer. Et il y a quand même quelques économistes qui remettent en cause un peu la capacité du marché à opérer à prendre en compte, à opérer des transitions un peu systémiques. Non, mais je suis d'accord. Enfin, pour moi, le marché est complètement défaillant là-dessus. Enfin, c'est clair. Moi, j'ai du mal à choisir entre les trois. En fait, je vais plutôt le dire en autre sens. Je choisis les trois. Et je trouve, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Je trouve que l'entreprise aujourd'hui doit être citoyenne. Enfin, dans le sens, faut pas que l'entreprise ça soit un acteur du marché ou de l'économie. Il faut que ça soit un acteur, du monde, quoi. Par exemple, à INSEC, moi, je me suis vraiment marré. J'ai été voir, j'ai pris la Zdradette. Qui sait dans la salle, qui sait ce que c'est une Zdradette? Pas moi en tout cas. Voilà, c'est le plan d'action territorial des régions sur comment on doit s'organiser à tous les niveaux, en mobilité, en machin, en agriculture, etc., avec des cartes génialissimes qui rajoutent les trams vertes et bleues au transport en commun, au machin. C'est génial. Enfin, en tout cas, on a beaucoup à apprendre de l'administration française. Je trouve qu'on arriverait à faire ça dans les entreprises en France, on serait ouf. Et en fait, tu te dis comment je m'inscris là-dedans. On s'est dit, nous, en fait, notre contribution là pour aider nos agriculteurs, on va essayer de le faire dans les Hauts-de-France, de la Manche jusqu'à la forêt de Compiègne, parce qu'en fait, c'est un axe prioritaire de la région. C'est écrit dans la Zdradette. Et c'est cohérent avec les trames vertes et bleues. Il y a des trucs comme ça où à un moment, c'est aussi là-dessus où comment on peut valoriser l'impact positif d'une entreprise. Et qu'est-ce qui est important ? J'ai du mal à me dire, en fait, à le détacher d'un scénario commun d'action. Moi, je cherchais un exemple. Tu dis que les trois sont au même niveau. Et je cherchais un exemple pour dire pourquoi on voterait pour le premier. En quoi les moyens en soi sont un indicateur important. Parce qu'en fait, je viens de trouver un exemple que je vous livre. Il y a une boîte dans l'agriculture urbaine que je ne citerai pas qui connaît des difficultés financières. Et pour autant, je trouve ça chouette pour l'écosystème d'avoir essayé de le faire, de le porter à grande échelle, de le scaler, comme on dit. Et donc, ils ont mis des moyens, ils ont mis de l'effort, ils ont mis de l'énergie. Ça n'a pas marché, mais ça a quand même engendré peut-être une influence systémique sur un environnement direct et indirect. Et donc, c'est aussi important d'essayer et de mettre des moyens. Peut-être que pareil, si jamais il n'y a pas un seul insecte qui sort de vos usines, au moins vous aurez essayé, vous aurez raconté une belle histoire. On va vite le savoir. Mais je veux dire, voilà, c'est pour ça que je veux dire, faut pas non plus sous-estimer le 1, qui me paraît un peu sous-représenté dans les votes. Mais voilà, ravi d'avoir un dernier avis autour de la table. Moi, je plus sois les réponses des premiers intervenants. C'est clairement, pour moi, ce qui est à droite, donc l'impact. Mais je pense qu'on peut aller au-delà des coûts évités. Mais c'est peut-être ta dernière question sur comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer. C'est tout à fait ma dernière question. Moi, juste pour la gratter, parce qu'il y a une sorte de consensus. Mais ce qui n'empêche pas de suivre et de mesurer les moyens, de quantifier le nombre de bénéficiaires, etc. Mais la licorne a un impact, on va mesurer l'impact sur l'impact final. Je trouve juste que le 3, mais c'est pour relancer le débat, mais ça ancre le truc comme on a un pansement, les coûts évités, il y a 2 termes négatifs, c'est une double négation, alors que l'impact, c'est plutôt perçu comme plus positif. Donc je vais faire gaffe à ce qu'on ne soit pas perçu comme un pansement sur une jambe de bois qui est juste là pour éviter des coûts et réparer des problèmes. C'est pour ça que le scénario positif, un storytelling positif, c'est important, quoi. Et juste, pour expliquer pourquoi moi j'ai dit ça et pas les autres, c'est parce que si on regarde par exemple un business plan, disons, moi mon rêve, c'est qu'on ait un business plan dans lequel en fait les moyens engagés pour l'impact et l'impact sur les bénéficiaires, ce soit déjà un outil de pilotage. Pour moi, les coûts évités, ça fait référence à un équivalent de valorisation financière. Voilà. C'est-à-dire que c'est la dimension plus méta de ce que peut créer une entreprise, au-delà de ce qui est comptabilisé en fait, au quotidien. Et les 2 premiers, ils devraient être pilotés. Par exemple, on a tous un triple business plan. J'imagine un business plan social, écologique et un business plan économique.
Donc ça, c'est comme on pilote au quotidien notre activité. Et ensuite, l'impact potentiel de rupture systémique, c'est cette dimension de coût évité qui est en fait finalement le flux physique qu'on arrive à créer positif en fait, dans la société, que ce soit en termes d'emploi social ou d'emploi vert. Une toute petite remarque pour dire que, attention, l'impact, si tu parles à des écologues ou des environnementalistes, pour eux, c'est l'impact négatif. Donc il faut éviter les impacts chez eux. Donc ça peut être vraiment un double tranchant. C'est vrai. C'est le moment où on revote, n'est-ce pas ? Allez, on vote à nouveau. Est-ce que le débat a rebattu les cartes ? Est-ce qu'on a changé ou est-ce qu'on est toujours sur 3, 2, 1 ? Et puis ensuite, on passera à la troisième partie du débat qui est comment trouver les bons critères de valorisation des entreprises à impact. Je crois que tu as tué le débat là. Yes. Et là. Ok, bon, on a une tendance assez claire qui se dessine. On est bien sur les coûts évités et essayons juste de tourner positivement pour notre storytelling collectif. Mais c'est bien. C'est bien. En tout cas, il y avait un consensus très clair et la salle achète. On est sur la dernière partie du débat où on procède par élimination. Donc, selon vous, s'il fallait tuer un de ces critères, lequel n'aurait pas sa place pour définir une licorne d'impact, lequel n'est pas pertinent, lequel on ne devrait même pas regarder et n'aurait pas être un sujet. T'as une question après ou... après c'est la même pour vous. C'est la même pour vous. C'est s'il fallait en éliminer un, en sortir un, lequel vous seriez ok pour sacrifier. Lequel n'a pas sa place, lequel est... Est-ce qu'on peut se dire que le critère économique, c'est un critère de valorisation ou c'est un critère de chiffre d'affaires ? Ouais, il y a les deux, non, c'est ça ? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a les deux. Et franchement, c'est ça qui change grave la donne. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est sur l'ancienneté. Est-ce que vous voulez rebondir ? Est-ce que quelqu'un... Jean-Gabriel, Ouais, enfin, juste pour challenger, je suis assez d'accord, j'aurais sorti l'innovation en fait. Justement, pour revenir toujours à ces fameux scénarios de l'ADEME, je suis désolé, la semaine dernière j'étais aux 30 ans de l'ADEME à Angers là, pendant 2 jours, donc du coup je les ai bien en tête. Et le premier scénario, ils l'ont fait en mode justement un scénario de sobriété pur sucre dans lequel on n'a pas besoin d'innovation. Genre toutes les technologies existent déjà, il n'y a pas besoin d'innovation, c'est bon, on est parti. Et ça c'est intéressant. Enfin, il y a un côté justement sur le côté low-tech où c'est pas de l'innovation au sens on invente un nouveau process. Ça peut être un produit de remplacement, de substitution, quoi. Ce que tu disais. Voilà, mais c'est pas l'innovation au sens usuel de la chose, quoi. Et ça peut être rigolo de se dire tiens, une licorne, elle n'est pas obligée d'innover finalement, elle peut juste faire bien ce qu'on connaît déjà, quoi. Donc toi tu votes pour innovation. Ouais. Qui veut continuer ? Vas-y Théo. Moi j'hésitais entre innovation et partage de la valeur. Ok. Il met les pieds dans le plat. Je me dis, il faut créer un peu de débat. Et finalement. Et si je gardais tout l'argent de Digital dans mes poches en l'occurrence, pour du cash out secondaire. On est Usus et moi je veux pas faire d'exit, donc du coup je suis à l'aise avec. Non, moi c'est parce que si bien sûr qu'on peut, Au contraire. Mais justement, moi c'est un vrai sujet parce que je me dis en fait c'est presque un préalable. En fait la question je me dis comment on juge le sujet, c'est-à-dire que si à partir du moment où on a vraiment un impact positif qu'on arrive à mesurer avec des coûts réellement évités, si on arrive à le mesurer, est-ce que finalement le sujet de partage de la valeur n'est pas suffisamment induit ou un préalable dans le calcul pour qu'on doive aussi le mesurer dans le calcul, dans le classement des licornes à impact. Et je me suis posé la même question pour l'innovation. Je me suis dit, pareil, l'innovation, est-ce que ce n'est pas un moyen qui contribue à y arriver ou pas ? Et est-ce que ça a vraiment de l'importance si à la fin, la finalité ultime, à savoir qu'on arrive à changer, transformer positivement et profondément la société, est atteinte ? Donc c'est plutôt dans ce sens que je me pose la question. Où sont les moyens et où est la finalité ? Et comment on arrive à apprécier les choses au regard de leur finalité, là où les moyens sont parfois induits ? Oui, je suis assez d'accord, il y a plusieurs gouvernances qui peuvent arriver au même résultat. C'est vrai. Oui, mais justement, il va pouvoir compléter parce que c'est son cheval de bataille. Mais chez Impact France, on caractérise l'impact par 5 piliers, dont 2 qui sont internes, qui sont partage de la richesse et partage du pouvoir. Et c'est quand même important de
Donc toi, ce que tu dis, c'est que tu serais OK avec un connard qui ferait un truc, qui serait une tyrannie interne, où il capturerait toute la valeur, mais qui révolutionnerait une industrie. Je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est possible? En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Non, mais c'est un vrai débat. Nous, on essaie de pousser évidemment des modes de faire. Je me dis, est-ce que c'est possible? Je me dis, si c'est possible et que ça sauve l'humanité, je me dis, est-ce que c'est souhaitable? Pourquoi pas? Moi, personnellement, je pense que c'est pas possible plutôt. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que l'intérêt, c'est en amenant ce sujet de moraliser? Parce que je me prends, en fait, moi, pourquoi je pose cette question? Parce que c'est une question que d'autres potes entrepreneurs me posent au quotidien. Ils me disent, mais Théo, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton statut ESUS? Moi, je veux faire de l'impact, Et en fait, je sens que cette question, souvent du partage de la valeur, aussi intéressante qu'elle soit, et moi que je partage aussi, elle a tendance à parfois rendre moins audible notre cause et notre sujet, là où on veut, à la fin, parfois la même chose, et décloisonner notre sujet de l'impact positif. Et donc, du coup, je me dis, par rapport à la finalité, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en avant? Il y a un côté pour pouvoir moralisateur aussi. Tout à fait. Et pour le coup, moi, je trouve que le rapport du GIEC est une vraie révélation pour montrer que c'est obligatoire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des, comme tu dis, des connards qui lèvent une tonne sur des mesures d'impact très performantes, c'est parce qu'on calcule mal en fait leur capacité de transformation. Si on calculait mieux leur capacité de transformation, on se rendrait compte qu'ils ne peuvent pas catalyser cet impact-là. Et je trouve que je ne sais pas si c'est le 6e ou le 7e point des recommandations du rapport du GIEC, notamment dans la partie sobriété et dans la manière dont il recommande les transformations de modèles économiques. Mais il montre bien que sans progression du système social et sans amélioration de l'espérance de vie et du bien-être, etc., on ne pourra pas faire cette transition parce que les gens n'auront pas la capacité de faire leur propre transition, etc. Donc, en fait, c'est un modèle qui est vertueux naturellement pour générer notamment un indicateur très objectif qui est la réduction d'émissions de CO2 ou de tout, à peu près toutes les émissions qui contribuent au réchauffement climatique. Donc ce que tu dis, c'est que c'est un moyen évident et donc du coup pas forcément nécessairement mesurable, puisque si on veut arriver à cette finalité... Mais si, il faut le mesurer. Ouais. Ça se mesure dans les coûts évités, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, c'est une mesure qui nous permet d'avoir à 360 l'impact en ayant en fait un seul critère, peut-être in fine, mais en ayant les bonnes méthodes de calcul et en se reposant vraiment sur ces méthodes-là. Parce qu'effectivement, ceux qui pilotent uniquement la réduction CO2 liée à l'usage du produit sans s'intéresser à finalement la dimension systémique de la réduction de cet usage, donc est-ce que ça ne va pas finalement finir par appauvrir un dixième d'Atlanta, tu vois, quand ils font réparer des trucs par des personnes qui n'ont pas de contrat de travail, qui ont 4 jobs en même temps? En fait, ils ne peuvent pas vraiment bien mesurer leur impact. Encore une fois, j'ai parlé sans mentionner les personnes, mais voilà. Mais tu vois, je pense que c'est réellement important maintenant qu'on a progressé en termes de, tu vois, de connaissances sur ce sujet, d'être capable de maîtriser aussi ces enjeux et de les intégrer au coévité. Et Jérôme Olicorne, qu'est-ce qu'on pense d'une boîte qui serait vertueuse sur le plan extra-financier, mais en gouvernance pas idéale? La gouvernance pour les licornes, c'est un élément essentiel, vraiment fondateur. C'est l'idée des sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est qu'on met autour de la table les parties prenantes, les producteurs, les usagers, les salariés. Et c'est ça qui fait que l'entreprise, elle a une nature vraiment très différente par rapport à d'autres entreprises. C'est que les personnes qui décident, c'est les personnes qui sont en prise avec le projet politique, avec le projet économique. Et du coup, l'entreprise, ça devient un outil au service de ces personnes et non pas au service de peut-être quelques actionnaires qui ont une idée assez précise de à quoi ça doit leur servir. Donc pour nous, c'est un élément vraiment essentiel et donc ça ne serait pas un critère qu'on enlèverait. Non, le critère que moi je proposerais peut-être de mettre peut-être au second plan, c'est peut-être cette question d'externalité positive, parce que si on met ça comme un critère vraiment premier, ça nous fait rentrer dans une logique un peu comptable, on essaye de tout compter. Or, ce qui est important, c'est peut-être moins de tout compter, mais plutôt de dire comment on doit transformer les manières de produire, de consommer. Et donc, c'est peut-être aussi, dans cette volonté de compter, il y a peut-être aussi un obstacle purement pratique de savoir, mais en fait, est-ce qu'on peut compter les coûts évités de tout c'est un problème complexe, mais extrêmement complexe, quoi. Même avec un méga ordinateur, est-ce qu'on peut le faire? Et du coup, peut-être que le fait de redonner du sens, de dire pas juste on va faire un calcul, mais de dire mais en fait de quoi on a besoin vraiment, ça résout le problème dès le départ, quoi.
Alors moi, je suis équipe, on peut compter et on devrait compter. Et je vous dirai pourquoi. C'est ton après. business. Hein. Sinon, sur gouvernance versus impact, peut-être pour répondre un tout petit peu à côté, je pense qu'on peut avoir des boîtes avec une super gouvernance, mais qui créent un impact négatif catastrophique. Pour répondre à la vraie question qui est posée, j'enlèverai ancienneté pour la raison que j'ai dite tout à l'heure. Et un dernier point qui du coup répond pas vraiment à la question, mais je trouverais intéressant qu'on remplace, qu'on remette à l'honneur, qu'on vire le terme innovation et qu'on remette à l'honneur le terme de progrès, qui du coup rejoint un petit peu celui de l'impact. Et à ce titre, moi, je vous recommande une super interview d'Étienne Klein sur France Inter, qui a fait une analyse du nombre de fois où le terme de progrès était utilisé dans le langage des politiques. Et peu à peu, ce terme a été complètement abandonné au profit de l'innovation, laquelle innovation peut être très génératrice de valeurs économiques et très destructrice de valeurs sociales et environnementales. Donc j'aimerais bien qu'on remplace peu à peu ce terme d'innovation par celui du progrès, et ça permettrait d'être relié très vite à la notion d'impact. Merci. Je propose de revoter une dernière fois. Désolé, on fait beaucoup d'avant-après, mais c'est le dernier vote de la soirée. Quel est le critère que vous élimineriez Et ensuite, on fera une petite session de questions-réponses avec la salle, n'est-ce pas? Il nous reste 5 minutes, 10 minutes. Parfait. Comment on compte? Vas-y, je t'en prie. Enfin, moi, pour lancer le débat, je considère aujourd'hui, pour avoir un pied dans l'écosystème, qu'on est un peu nulle part sur le reporting extra-financier, qu'il y a assez... il y a assez peu de méthodes, il y a assez peu de structures référentes, il n'y a pas de normes comme dans l'IFRS ou la comptabilité, les normes GAP, mais il n'y a pas d'acteurs ou de méthodologie où on se dise, je sais pas, je le vois dans les process de levée de fonds, même pour nous, les reporting ESG qu'on doit remplir, c'est toujours des fichiers Excel tout cassés. C'est ni fait ni à faire. Et je trouve qu'on est nulle part. Donc, moi, j'aimerais bien réagir quand même. Je serais heureux d'avoir ton point de vue, mais c'est un point de vue d'entrepreneur biaisé. Et peut-être en faisant une petite digression pour dire que de ce point de vue-là, il n'y a peut-être pas besoin d'innover sur la mesure et la valorisation des impacts, parce que de ce point de vue-là, je crois que l'action publique est en avance sur l'action privée, dans le sens où il y a une obligation pour tous les investissements publics de l'État de plus de 20 millions d'euros de s'assurer que la création de valeur économique, sociale et environnementale est supérieure à la destruction de valeur. Donc il y a une obligation réglementaire pour tous les investissements de plus de 20 millions d'euros de faire une analyse coût-bénéfice, coûts et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, qui mène à un calcul de ROI et de VAN socio-économico-environnemental. Donc on a a priori des choux et des carottes, puisque ces coûts et ces bénéfices ils sont de nature différente. Et pour ne pas comparer des choux avec des carottes, on transforme tout en unité de choux, et l'unité de choux, c'est l'unité monétaire. Donc il y a, pour les investissements publics de l'État, c'est obligatoire de faire ces calculs de VAN et de ROI socio-économico-environnementaux. Donc c'est un cadre qui est normé, qui est cadré, qui est reconnu académiquement et qui est reconnu institutionnellement par les institutions françaises comme internationales. Nous, on passe notre vie à calculer des ROI socio-économico-environnementaux. J'ai jamais... c'est pour ça que je voulais rebondir. Tant mieux, c'est bien. Et il y a Non, mais plusieurs... l'administration française est en avance, mais de ouf. Mais avec quel outil Il y a plusieurs méthodes. C'est deux choses. Il y a plusieurs possibilités pour transformer en unité monétaire. Il y a la première possibilité qui est la plus simple, quand on a un coût évité direct. Typiquement, j'ai un dispositif qui permet de faire des économies d'énergie. Ça fait des économies sur ma facture. C'est un coût évité tout simple. Tu as des coûts évités ou des gains un peu plus complets, on va dire, à agréger. Donc, c'est la méthode des coûts complets ou des bénéfices complets. Si, par exemple, j'ai un dispositif qui permet d'éviter la criminalité, eh bien, le coût du crime, c'est le coût des dommages, plus le coût des policiers, plus le coût des magistrats. Donc, c'est un peu l'approche coût évité dont on a parlé tout à l'heure, mais tu as aussi la partie bénéfice complet, typiquement un dispositif qui permet de favoriser la diplomation des jeunes. Une population qui est plus diplômée, c'est une population qui a une espérance de gain plus importante que des populations moins diplômées, donc des espérances de revenus. Il y a aussi des gains liés à la fiscalité nationale et d'autres types d'externalités. Donc ça, c'est les deux premières méthodes, coût évité direct, coût complet ou bénéfice complet. La troisième méthode, c'est super simple, c'est des référentiels qui sont donnés par France Stratégie, c'est des
ce qu'on appelle des valeurs tutélaires, c'est des valeurs de référence. Donc on a une valeur tutélaire pour la tonne de carbone, c'est différent du prix du carbone, et la valeur tutélaire du temps, la valeur tutélaire de la vie humaine par exemple. Et donc ça permet de donner, de faire des valos, de donner une valeur économique à des gains de cette nature-là. Et la dernière possibilité, et j'ai presque fini, c'est des méthodes de révélation des préférences, par des méthodes de prix hédonique ou des value games. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais l'idée c'est de faire révéler des consentements à payer pour bénéficier de telle ou telle externalité positive ou pour au contraire éviter des externalités négatives. Et à ce titre-là, la DG Trésor a assez récemment publié une espèce de méta-analyse sur comment est-ce qu'on fait pour valoriser des gains en matière de biodiversité. Donc ce que je voulais dire, c'est que, c'est faisable de mettre une valeur sur des externalités économiques, sociales, environnementales. 2, ça se fait et c'est un peu plus, ça peut prendre des choses en considération plus larges que les simples coûts évités. Et 3, ça s'applique non seulement au public, mais aussi pour des investissements dans le privé. Nous, la moitié de notre chiffre d'affaires chez Citizing, c'est des boîtes privées qui ont besoin de connaître leur impact économique, social, environnemental. Et assez récemment, par exemple, on l'a fait pour un fonds impact. Donc c'est un travail en progrès, mais ils m'ont autorisé à en parler. Donc c'est Raise Impact qui en 2021 a investi à peu près 60 millions d'euros dans des entreprises, donc des participations. Et on a fait le travail de monétarisation. Ils ont envie de voir ce que ça donnait si on monétarisait les impacts des entreprises dans lesquelles ils ont des participations. Et en fait, donc on a fait quelque chose assez grosse maille, mais grosse maille, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a plus de 150 millions d'euros, d'équivalent euros, d'impacts économiques, sociaux et environnementaux en monétarisant. Donc l'effet de levier, il est de pas loin de 2,5 entre le montant investi et la valeur créée. Et en plus, c'est proratisé par rapport au pourcentage de détention du fonds. Donc ça se fait. Mais Okay. l'État ne fait pas ça. L'Agence des participations de l'État, BPI, Caisse des dépôts n'évalue pas du tout ça. Hein. Moi, je te parle des investissements publics type est-ce qu'il faut ou pas C'est rénover une territoire. prison. Quand ils veulent couper sur des trucs. Oui, ok, ils Non, le non, font non. pour évaluer des. En tout cas, ils le font pas sur leurs investissements. Hein. Alors, investissement projet, typiquement, est-ce que oui ou non on investit dans la rénovation d'une prison? Est-ce que oui ou non contre une université? Est-ce que la gestion des déchets radioactifs, on le fait comme ci ou comme ça? Ou la politique publique d'aide à domicile, est-ce que ça vaut le coup de dépenser X milliards d'euros? Et donc, du coup, ils peuvent faire une évaluation monétaire parce que c'est une évaluation d'efficacité économique de leur propre financement. Mais c'est pas une évaluation des investissements qu'ils font en externe. Donc, en fait, ça fonctionne pas à l'échelle d'une entreprise qui a un impact sur les... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une évaluation de l'efficacité économique des dispositifs publics. De son Voilà. action. Oui, c'est Donc clair. c'est pour ça que c'est transformable en monétaire et que ça a de la valeur. Mais je trouve qu'en externe, j'arrive pas dans mon cerveau à comprendre ce que ça voudrait dire, c'est signifier. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal à imaginer parce que je connais assez mal l'histoire des participations de l'État, donc je ne saurais pas réagir. Mais l'idée, c'est quand on détient une boîte, quelle est la valeur qu'elle crée? Et la valeur, elle n'est pas forcément, en l'occurrence pour l'État. Typiquement, là, tout récemment, il y avait une histoire de rénovation d'une prison. Et quand on regarde l'état initial, c'est catastrophique. Les conditions de détention sont horriblissimes. Et en fait, il y a des articles de la littérature académique qui montrent le lien de causalité entre conditions de détention et récidive. Or, la récidive, on l'a dit tout à l'heure, a un coût, le coût des coûts directs et indirects. Et typiquement, c'est un impact pas que uniquement pour l'État. Et donc, c'est pris en compte dans cette valorisation, dans ce calcul de ROI socio-économique ou environnemental. C'est hyper intéressant, mais et je pense qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas appliqué, c'est peut-être parce que les modèles sont pas... Enfin, c'est quand même fou que ce soit enseveli. Et peut-être qu'il y a un travail à faire entre, en tout cas, de faire communiquer cette méthode-là et une méthode un peu plus claire que vous avez présentée au début, du coup, j'imagine. Les modèles climatiques, ils existent depuis 40 ans. Hein, les modèles climatiques, ils existent depuis 40 ans. Non, mais oui. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut juste choisir en fait une méthode, mais aussi être capable de bien définir le scope. Oui, mais sinon, sur le bilan carbone, on est à peu près au rendez-vous. Je trouve que scope 1, scope 2, scope 3, mais c'est pas du tout pareil sur l'impact social, etc. C'est ça qui est intéressant avec les logiques qui sont liées aux États, aux territoires, aux sociétés. C'est que par nature, c'est des acteurs qui doivent tout prendre le scope entier, quoi. C'est au contraire d'une entreprise où on est à chaque fois sur notre cœur de métier, quoi, par définition. Et c'est là où je trouve qu'ils sont beaucoup mieux placés pour prendre les impacts globaux, parce que un territoire, on ne peut pas choisir d'avoir un cœur de métier dans un territoire, quoi, enfin, entre guillemets.
En tout cas, j'aurais grand plaisir à partager des éléments méthodologiques. Ouais, je veux bien juste soulever une question que ça pose quand même, le fait de vouloir tout ramener à une valeur monétaire. C'est que, comme vous l'avez dit, à un moment, il faut valoriser ce qui, a priori, jusqu'à longtemps, n'est pas valorisable. C'est le vivant, une vie humaine, un fleuve, une forêt. Est-ce qu'on a vraiment envie de valoriser ? Qu'est-ce qu'on fait quand on met un prix là-dessus ? Ouais, là-dessus, parce qu'on a pu discuter un petit peu avant, mais c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus souvent. En fait, c'est pas tellement une valeur monétaire au sens un euro que tu pourrais échanger. C'est une valeur de pertinence par rapport à un scénario. Et en fait, quand tu te définis un scénario, je veux qu'il y ait tant de taux de récidive, je veux qu'il y ait tant de services de médecins dans les villes, je veux qu'il y ait tant de boulangeries au kilomètre carré, etc. Tu es capable, en fonction de l'action que tu fais, de définir une valeur que va avoir ton action par rapport à ce scénario-là. Et c'est là où tu as... Alors, ça pourrait être des euros primes, si tu veux, mais c'est je pense un petit peu différent. Ça fonctionne peut-être dans une méthode d'analyse de politique publique, mais je pense peut-être moins dans un business plan. Mais par contre, je trouve ça hyper inspirant, quoi, parce que tu te définis par rapport à un scénario souhaitable. C'est chouette, je trouve. Merci à tous. Je pense qu'on va prendre une ou deux questions dans la salle, si vous en avez. Et je suis sûr que vous en avez, sur tous les sujets qu'on a évoqués. Enfin, je prends par exemple par rapport au GIEC, le fonds de Bill Gates, là, j'oublie comment il s'appelle. Il a dit maintenant je regarde que des projets qui font 0,5 gigatonnes d'évitement de CO2 par an à terme. C'est marrant parce qu'il se définit par rapport à un scénario. Du coup, il crée sa monnaie. C'est évolutif. Ouais. On ne peut pas refaire comme le PIB, il est évolutif. Il s'inscrit dans une histoire. Il faut accepter aussi, je pense, que le référentiel qu'on va choisir aujourd'hui soit le référentiel pendant 3, 4, 5 ans, mais soit évolutif derrière. Et je pense qu'effectivement, se baser sur le scénario actuel, qu'on a une substitution de nos usages qui doit passer d'usages extrêmement consommateurs à des usages sobres, c'est ce différentiel qui devra être analysé pour moi, dans les coûts évités. Non, justement, on discute avec un financeur aujourd'hui qui a exactement ce seuil-là. 0,5 gigatonnes d'impact à l'échelle. Mais c'est colossal, hein. 0,5 gigatonnes, Mais ce qui est bien, c'est monstrueux. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils prennent, en général, l'impact direct et indirect, c'est-à-dire le changement systémique induit dans une chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous, Phoenix, il y a l'impact direct. Et puis, il y a le changement des pratiques qu'on génère dans le monde du déchet, du recyclage. On essaie de... Et donc, ils calculent dans le truc toute l'industrie qu'on embarque avec nous en réinvention, quoi. Donc ça, je trouve ça assez pertinent aussi d'avoir cette vision large de l'impact, y compris sur une filière que tu viens de challenger. Est-ce qu'il y a une question ou pas ? Sinon, on n'aura plus qu'à... Une remarque, un coup de gueule. Sinon, on n'aura plus qu'à remercier nos intervenants et puis qui ont fait un super débat, comme toujours. Et puis de vous inviter à répondre à cette enquête. Il nous reste 4 jours pour encore nourrir toujours plus de matière pour l'équipe du BCG et d'Impact France. Donc c'est l'enquête élaborée avec Ipsos. Sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. On sera toujours preneur de contributions d'entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc vous avez l'adresse, vous avez le QR code, on vous demande, ça prend je pense 5 minutes. Je l'ai fait mardi soir, pas très compliqué. Merci à tous. Pas de questions, donc on se retrouve... C'est pour quand du coup le référentiel avec le BCG ? C'est annoncé à Change Now, normalement. À Change Now, ok. À peu près, quoi, à peu près. On va... Ouais. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci à nos speakers. Et on débriefe autour d'une bière.